pour accrocher le lectorat populaire français, c'est la même clientèle à une génération près qui lisait du feuilleton. Ce qui faisait la base du feuilleton, c'était la couverture, le dessin d'accroche. Jeanret était dans sa démarche très intéressant. Il avait la charge de traduire des aventures d'Harry Dixon qui étaient issues d'auteurs néerlandais. Euh, Lui, il n'avait pas du tout envie de faire son boulot de traducteur, donc il prenait l'image et développait un récit par rapport à l'illustration du récit qu'on lui demandait à traduire. Donc chez le lectorat populaire, l'accroche était souvent visuelle. Et donc le lancement du Fleuve Noir avait une accroche très particulière avec un illustrateur qui s'appelle Branton, qui avait une espèce de mode d'illustration relativement naïve, mais très accrocheuse. Par contre, sur Présence du futur, qui est une collection, on va dire, plus élitiste, en tout cas dans sa volonté, il y avait une absence totale d'illustration. C'était souvent une couverture blanche avec une espèce de petite comète de différentes couleurs qui passait, puis le titre, et puis point barre, quoi. J'aime beaucoup les livres justement à cause des couvertures. Pour moi, c'est ce qui va cristalliser l'œuvre qui est contenue dans la poche, dans le contenant. Donc, il faut que ça résume, il faut que ça soit vendeur, il faut que ça puisse attirer le chaland, et en même temps que ça puisse aussi créer un espèce de genre, qu'on le reconnaisse, que ce soit identifiable. Alors, je suis extrêmement marqué d'abord par Ditis, par Giovanni Benvenuti, qui illustre les Ditis avec des détails incroyables et des matières incroyables. Je suis marqué par les couvertures de Branton du Fleuve Noir. Après, avec le temps, vont arriver l'édition Opta, et quand j'ai 18 ans, les couvertures, ça va être des Français. Ça va être Casas, ça va être Moebius, qui vont rejoindre Métal plus tard. Alors après, moi j'aimais beaucoup les collections je me souviens plus, mais du coup c'était des couvertures argentées avec des effets juste graphiques ou d'impression. Et je trouvais que c'était assez chouette aussi d'aller dans ce sens-là, de faire des couvertures très graphiques. Et ça me touche aussi quand on utilise aussi que la typo, ou qu'on essaye de faire des choses qui ne sont pas forcément illustratives. L'accroche visuelle de certaines collections, donc comme pendant le feuilleton, est différente globalement de celle du pulp américain. Celle du pulp américain, elle est relativement outrancière, bien qu'elle ait quand même influencé l'illustration française. Parfois, ils pouvaient me déranger parce qu'ils étaient quand même très caricaturaux. Puis les couleurs, effectivement, étaient extrêmement vives. Comme c'était des illustrations généralement travaillées à la gouache, ils bossaient sur des contrastes de couleurs pour que ça claque, parce qu'en fait, d'abord, le papier était pas très bon, et puis il fallait que ça réponde à des techniques d'impression qui n'étaient pas extraordinaires à l'époque. Donc du coup, ils allaient dans une certaine dimension spectaculaire. Après, il y a tous les poncifs qui pouvaient me déranger. Bon, le scaphandre transparent pour la fille dans l'espace, par exemple, ou le monstre, justement, qui l'enlève, elle, et le grand blond qui va à sa rescousse avec un pistolet laser. Parfois, j'ai l'impression que cette imagerie SF, blockbuster hollywoodien, une SF quand même très, très basique, très flashy, très, très populaire. Je crois que ça donne une image qui ne sert pas une partie de ce que sont ces littératures. En fait, cette omniprésence peut donner une idée que c'est très infantile, que c'est des robots, que c'est des belles nénettes avec des gros nibards, des mecs super gaulés. Il y a un mélange, quoi. Je suis pas sûr que ça aide en réalité. Je pense que certains visuels sont absolument... la plupart des visuels dits de science-fiction, de fantasy, parce qu'il faut imaginer la table où c'est un mélange souvent, ou en tout cas on voit pas quand on passe de l'un à l'autre, que c'est pas les codes de certaines... Je voudrais pas opposer des générations, mais de certaines générations ou de certains profils de lecteurs. Le pulp ne m'a jamais vraiment attiré, au même titre que j'ai jamais été trop attiré par le comics non plus. Par contre, sans entrer dans le pulp, moi je continue beaucoup, je collectionne pas mal de magazines, mais type fiction. Par contre, plutôt de la revue spécialisée, mais d'il y a 60 ans. Et là, il y a des découvertes fabuleuses.
L'illustration, c'est la volonté d'un illustrateur. À partir du moment où il bosse avec un éditeur et que son boulot est de qualité, il a presque carte blanche. La France laisse une certaine liberté quand même quant à l'approche de la couverture. Il y a pas mal de liberté. Sur les États-Unis, il y a peut-être une anticipation première qui est une demande de visuel très très réaliste et très accrocheur. Un peu comme de l'affiche en fait. Je trouve que c'est assez proche de l'affiche. Là où en France, il n'y a pas forcément cette motivation d'avoir l'image qui fait affiche, mais une image qui peut prêter à réflexion. Le fantastique a aussi une dimension sociale depuis toujours, mais notamment depuis les années 60. Et du coup, ça transparaît dans la représentation illustrée. J'associe les livres et la couverture, même menteuse. Il y a quelques illustrateurs à qui on donne un résumé du livre et qui vont jamais le lire et qui illustrent le résumé qu'on leur a donné en exagérant à certains côtés, fusées plus grosses, spationautes plus costauds. Il y en a certains qui ne lisent pas le livre du tout et qui font n'importe quoi, mais c'est bien. Il y en a certains qui lisent le livre, comme Moebius quand il fait le son du corps de Sarban, et qui essaye de rendre exactement ce qu'il a lu. Mais pour moi, l'image qui se superpose ou pas avec le contenu, ce n'est pas un problème. J'ai des grandes discussions avec certains éditeurs sur qu'est-ce qu'une bonne couverture. Il y a deux pistes. Je trouve qu'il y a deux pistes majeures. Il y a la piste affiche, c'est-à-dire faire quelque chose qui est simplement un concept, une synthèse, mais un concept qui peut ne rien avoir à voir avec le livre, entre parenthèses. Surtout que les couvertures, historiquement, ont pu être traitées comme ça à certaines époques. Au Fleuve Noir, il n'y avait pas de corrélation entre la couverture et ce qu'il y avait dans le livre. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus le cas, clairement, quand même. Moi, je lis. Et comme je lis, j'essaie quasi systématiquement de lire le livre que je vais illustrer, on entre fatalement dans un rapport plus intime avec l'ouvrage, et j'ai du mal à traiter ça juste comme une affiche. Je trouve qu'il est intéressant quand même d'essayer de donner une piste ou d'apporter une lecture, parce que cette lecture, elle amène une ambiance. Et c'est généralement ce qui ressort quand même pour le lecteur de quelque chose d'assez particulier une fois qu'il a lu le livre. Donc les deux optiques sont possibles. Évidemment, le côté affiche est 10 fois plus efficace et 10 fois plus vendeur. Et moi, j'ai une petite déviance à avoir envie de défendre quelque chose qui n'est pas forcément mainstream, pas forcément si commercial que ça, et qui fait que, de ce point de vue-là, je fais quasiment pas de poche, parce que je n'intéresse pas le poche qui a une vision de l'application de la couverture qui n'est finalement pas ma tasse de thé, mais c'est pas grave. Tous les poches de science-fiction qu'on lisait à l'époque, alors après il y en a certains qui étaient des trucs un peu... Je trouvais ça très moche, les couvertures de SF des années 70. C'était pas toujours glorieux, avec des illustrations à l'aérographe, Clairement, le premier qui m'a marqué, c'est Chris Foss. C'était comme pour Star Wars, c'est-à-dire que c'était un choc, c'est-à-dire que j'avais en image les vaisseaux que j'avais imaginés ou que j'avais cru imaginer en lisant les romans avec ses couleurs, de façon particulière. En plus, il a amené une technologie qu'on ne maîtrisait pas beaucoup à l'époque, l'aérographe. Bien plus tard, Manchu, un Français qui a un énorme talent et que j'adore. Manchu, clairement, c'est les illustrations, surtout quand on voit les originaux, c'est un travail de fou qui est tellement précis, avec tellement de détails. À 6 ans, j'ai bloqué sur Gustave Doré, mais vraiment, vraiment. Et parce que sa façon d'aborder la gravure et d'aborder l'image plonge fatalement dans des ambiances pas possibles. Et il a fait des milliers d'images. C'est un monument. Je pense que c'est vraiment l'un des plus grands. Et pour moi, c'est vraiment le père spirituel de toute l'illustration, avec les illustrateurs anglais du début des années 10. Gustave Doré, c'est vrai qu'il est incontournable. Déjà, à la base, il doit faire des esquisses magnifiques. Et je crois que tout est là, quoi. Une fois que tu as des esquisses comme ça, c'est le socle pour des déclinaisons ou en gravure, ou en comics, ou en X déclinaisons, quoi.
Je suis venu à la science-fiction par 3 biais distincts qui sont Jules Verne, le cinéma, bien sûr. Je pense que la science-fiction est quelque chose d'extrêmement visuel, et les comics aussi. Moi, j'ai été biberonné par des revues comme Strange et Titan. Et bon, c'est des super-héros, mais en même temps, il y a quand même toujours ce côté fantastique, science-fictionnesque, un peu avec des choses qui sont plus que le réel. À la base, il me semble que les comics de super-héros, c'est une excroissance des comics de science-fiction. Le comics de super-héros aux États-Unis, a réussi à phagocyter presque intégralement le médium. 90% de ce qui paraît en bande dessinée aux États-Unis, c'est du comics de super-héros. Mais à la base, Superman, c'est de la science-fiction. Les super-héros, c'est de la science-fiction, ouais, bien sûr. Le fait d'être fan de comics et d'aller chercher aussi de la bande dessinée pendant très longtemps, la bande dessinée française, pour moi, c'était quelque chose... Enfin, voilà. Je savais pas trop à quoi ça ressemblait. Bon, il y a Philippe Cazat, lui qui était aussi la passation entre la bande dessinée et la littérature de science-fiction, parce qu'effectivement, en lisant de la SF, on le retrouvait sur toutes les couvertures. En même temps, on le retrouvait dans Métal Hurlant, en bande dessinée, et c'est vrai que du coup, on avait l'impression d'aller dans un terrain connu. C'était assez chouette de l'avoir lui, parce qu'il était représentatif. On pouvait le suivre un peu, et du coup, effectivement, il m'a amené aussi à lire des bouquins que j'aurais peut-être pas lus s'il n'avait pas fait la couverture, par exemple. Et c'était l'un des premiers à, je dirais, faire partie d'une tête de pont de la bande dessinée française, qui a révolutionné un peu le genre jusqu'aux États-Unis, puisque la revue Métal Hurlant, à laquelle il collaborait, a influencé les Américains. Et Métal Hurlant a su quand même réunir un nombre de talents à peu près hallucinant. On n'a jamais vu ça ni avant ni après, quoi. Que tu puisses retrouver Druillet, Moebius, Cazat et quantité d'autres dans cette même revue. Et ça a clairement eu un impact majeur sur la bande dessinée en France. Là aussi, c'est évident. Métal Hurlant, il n'est pas né comme ça du jour au lendemain. Métal Hurlant, d'abord, nous sommes tous, moi grâce à Druillet qui m'y a fait entrer, les collaborateurs de Pilote. À Pilote, qui est un hebdomadaire qui vend des tonnes, il y a beaucoup de place, mais pas assez, pour avoir à la fois la vieille garde, que Goscinny garde fidèlement, la nouvelle garde qui voudrait bien prendre la place, mais sans s'en rendre compte. Donc, il n'y a pas assez de place pour nous, pour la science-fiction. Donc, on décidera de le faire avec... Moebius et Druillet, et je pense qu'au début c'est un gros fanzine. On apporte chacun notre manger. C'est-à-dire que Druillet, il apporte Druillet, qui existe déjà dans Pilote, avec ses doubles pages invraisemblables, etc. Moebius au départ n'a pas d'univers. Moebius, il a besoin, comme il l'a fait en tant que gire sur le western, où il a vu tous les westerns, où il a appris à dessiner avec J.G., il va se créer le fait de faire le meilleur dessinateur du monde avec Blueberry. Eh bien, il va faire pareil avec la SF. Il s'approprie tous les dessinateurs passés qui ont fait de la fantasy ou de la SF, y compris Gustave Doré, et dès qu'il sait comment c'est fait, il s'en désintéresse. Pour moi, Moebius reste le plus grand de tous les grands. Giger, j'ai énormément d'affection aussi pour son travail parce que il a fait passer dans son travail l'idée de volume, c'est-à-dire qu'il a vraiment mis en volume la monstruosité. Et au milieu, je placerais Druillet. Et là, la filiation des trois, oui, j'adhère complètement. Déjà pour la façon dont ils ont pu développer le fantastique à leur époque, parce qu'il n'y avait rien, ils ont de ce point de vue-là tout inventé, parce qu'il n'y avait personne d'autre et ils l'ont fait. Et en plus, parce que d'un point de vue graphique et artistique, ce sont vraiment les gens qui ont défriché tous les champs d'application que l'on pouvait faire dans la science-fiction. Par rapport à ça, évidemment, oui, des gens comme Druillet, comme Moebius, ils sont quand même, il me semble, dans le patrimoine français, non seulement de la BD, mais même encore plus largement que ça. La plus grosse influence copiable que va créer Moebius et que va co-créer de son côté
un de ses enfants qui est Bilal, c'est en gros un futur rouillé. C'est-à-dire que jusqu'à présent, les fusées, elles s'envolaient magnifiques et blanches à la Flash Gordon. Tout d'un coup, le futur n'est plus ce qu'il était. Alors ça, on va le retrouver dans toute la bande dessinée américaine et dans tout le cinéma américain. C'est un des rares cas où les Français, dans le domaine de la science-fiction, ont une grande influence sur les Américains. Les principales évolutions de la science-fiction, on les doit aux écrivains américains et aux écrivains anglais. Le seul endroit où la science-fiction française a réussi à s'imposer auprès du grand public, je pense que c'est dans la bande dessinée, notamment avec Métal Hurlant et tous les auteurs qui ont explosé au milieu des années 70 à la création de la revue. Ce que ni la littérature ni le cinéma de science-fiction n'ont jamais réussi à faire. Quand on parle de cinéma de science-fiction, on parle de cinéma américain. Il y a quelques exemples de films de science-fiction français, mais qui ont en général pas eu de succès et qui sont obligés de se débrouiller avec des petits moyens, mais on n'imagine pas de gros films de science-fiction français, sauf à aller tourner aux États-Unis, comme ce que peut faire Besson. Alors c'est sûr que le cinéma de science-fiction français, comparé à la littérature ou comparé au cinéma de science-fiction anglo-saxon, il n'y a pas comparaison. C'est un lieu commun de dire qu'il n'y a pas ou peu de films de science-fiction français. Et en fait, ça ne résiste pas à l'expérience, puisque quand on prend la liste des grands réalisateurs du cinéma français, sous une forme ou sous une autre, tous ont essayé, dans les années 30, 40 ou 50, de plonger un peu dans la science-fiction. Jean Renoir a fait Le Déjeuner sur l'herbe. René Clair, quand il décide de faire son premier film, c'est Paris qui dort. Et Paris qui dort, qu'est-ce que c'est ? C'est un professeur qui invente un rayon permettant de tout bloquer sur Paris, et les seuls qui s'en sortent sont ceux qui sont restés en haut de la Tour Eiffel. Mais il y en avait d'autres, je veux dire, il y avait La Cité foudroyée de Mitz Mora, par exemple, encore une histoire de savant fou qui veut détruire... Il y a un cinéma de science-fiction français qui est extrêmement discret, pas du tout spectaculaire, et qui, à la différence du cinéma anglo-saxon, par exemple, va pas du tout sur le cinéma de genre. Il est beaucoup plus fiction que science. C'est-à-dire, il n'aime pas s'inscrire dans des genres. Ça a commencé à changer, en fait, surtout dans les années 60, j'irais dire. Là, il y a eu toute une génération de réalisateurs qui se sont intéressés à la science-fiction parce que, finalement, elle allait bien avec l'esprit subversif de l'époque et le désir aussi d'expérimentation de nouvelles formes narratives et de nouvelles images. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. La scène qui le troubla par sa violence et dont il ne devait comprendre que beaucoup plus tard la signification eut lieu sur la grande jetée d'Orly quelques années avant le début de la Troisième Guerre mondiale. Et quelque temps après vint la destruction de Paris. Maintenant, c'est avec l'émergence de la nouvelle vague, avec des gens qui sont peut-être plus familiers au cinéma de genre, puisqu'ils ont grandi à la cinémathèque, dans le western, dans le polar, dans la comédie et tout, donc ils maîtrisent bien les ficelles du genre, que tous, sous une forme ou sous une autre, ont voulu s'essayer à la science-fiction. Godard et Alphaville, Truffaut et Fahrenheit 451, Pierre Cast, Chris Marker, bien sûr, avec La Jetée, Alain Resnais avec Je t'aime, enfin tous. Et même, je dirais, la génération qui a suivi la génération Nouvelle Vague aimait la science-fiction. Bertrand Tavernier a fait La Mort en direct, Christian de Challonge a fait Malville, Alain Joshua a fait des films de science-fiction tout à fait pertinents, avec Traitement de choc par exemple, ou Les Chiens, qui est un film de science-fiction, une anticipation, ou encore Paradis pour tous. Donc il y a un parfum discret qui traverse le cinéma français en matière de science-fiction et de fantastique. La SF hors littérature, voilà, la SF déclinée sous d'autres formats, elle a toujours été là, je crois. Enfin, elle a toujours été là. Elle est là depuis 30 ans, elle est là depuis 40 ans, et effectivement, elle est en pleine santé, elle se maintient très bien. Après, ce qui est intéressant, c'est le décalage qu'il y a entre ce qui se produit dans le cinéma de science-fiction, par exemple, et ce qui se produit ou dans les séries, et ce qui se produit en littérature. C'est-à-dire, l'auteur le plus adapté en audiovisuel, c'est Philippe Cadic, dont l'œuvre a maintenant tout doucement 40 à 50 ans. Curieusement, alors que la littérature de science-fiction française est assez riche,
le cinéma français renacle à puiser à l'intérieur. Il n'y a pas de lien direct entre la littérature de science-fiction et le cinéma. Et c'est vraiment dommage, effectivement, que les livres n'apportent pas plus à l'univers de science-fiction d'aujourd'hui, apportent pas plus au Marvel, finalement, parce que c'est Marvel, c'est DC Comics aujourd'hui, il n'y a que ça. Et il manque peut-être un côté littéraire à ce cinéma popcorn qui pourrait peut-être parler d'autre chose. Là, je pense que on peut dire que notre cinéma, contrairement à notre littérature, est un peu frileux. On n'a pas énormément de production de films de science-fiction ici en France. Je pense parce que le cinéma français a un côté auteur, il aime bien sortir du genre pour pouvoir livrer des choses plus personnelles du réalisateur. On est plus dans ce registre-là plutôt que à la différence des anglo-saxons, par exemple, qui se soumettent aux lois du genre, mais ils aiment bien pouvoir s'intégrer par rapport au code et autres. Alors que les Français, c'est beaucoup plus individuel, des démarches beaucoup plus individuelles et beaucoup plus autorisantes, sans que ce soit péjoratif, bien sûr.